Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Iris est une femme cis de 34 ans qui se définit comme pansexuelle, c'est-à-dire potentiellement attirée par toutes et tous, quel que soit le genre, et par potentiellement des personnes trans comme des personnes cis. Mais si elle sait maintenant un peu mieux chaque jour qui elle est, son parcours a été semé d'épreuves, de doutes et de déconstruction. Bonjour Iris. Bonjour. Alors je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? On peut se tutoyer. Et bien maintenant qu'on se tutoie, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Alors oui, déjà, première fois, ça veut dire plein de choses. Pour moi, pendant très longtemps, ça voulait dire, comme pour beaucoup de gens, une pénétration vaginale par un pénis. Et depuis peu de temps, j'ai appris à redéfinir cette notion. Donc j'ai eu plusieurs premières fois. J'ai eu des premières fois d'intimité sexuelle avec mon premier copain, donc entre les âges de 16 ans et 18 ans, ce qu'on peut appeler des préliminaires, même si j'aime pas trop ce mot-là. Des caresses, voilà, du sexe oral peut-être ? Je me souviens plus trop, mais il me semble. Des caresses en tout cas, oui. Donc pendant 2 ans, on a exploré tout ça. J'étais pas prête du tout pour avoir une relation sexuelle de pénétration. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur du sexe masculin aussi. J'osais pas le regarder, j'osais pas le toucher, voilà. Mais ouais, j'ai grandi dans un foyer qui ne parlait pas de sexe du tout. Mes parents ne m'en parlaient pas. C'était un sujet, je sais pas si c'était tabou, mais il y avait une sorte de gêne autour du sujet. Quand les rares fois où on en parlait, c'était des petites périphrases, des expressions, voilà. Même pas un côté un peu français grivois de blague sur le sujet, non ? Pas Absolument pas. Mes parents, c'est pas du tout le style. Non, il y avait pas de blague grivoise. Les choses que j'ai apprises sur la reproduction, parce que c'est vraiment la manière dont je l'ai appris en fait. J'ai reçu un livre qui s'appelait L'histoire merveilleuse de la naissance quand j'ai eu 9 ans, qui décrivait les appareils reproducteurs de l'homme, de la femme et comment on se reproduisait en tant qu'humain. Je me rappelle pas tout, mais je sais même pas si ça parlait de clitoris ou de plaisir. Ça parlait pas de plaisir, ça parlait pas de consentement, ça parlait par exemple des menstruations, ça parlait vraiment de choses très techniques en fait. Donc j'ai reçu ça à 9 ans, je l'ai lu toute seule, on l'a même pas lu ensemble, etc. Et voilà, mes connaissances sur le sujet, c'était à peu près ça. Et d'autre part, eh bien le hasard a fait que je suis tombée sur des BD pornographiques de mes parents quand j'étais petite et que j'ai lu en cachette. Tu te rappelles où c'était ? C'était des BD de Reiser. Et donc, bon, pour celles et ceux qui connaissent, c'est un dessin très vivace et très sale en fait, très. Avec des personnages qui ont des gros nez, des traits très noirs, très fluide glacial en fait, parce que Reiser était issu de cette culture fluide glaciale. Et ben, figure-toi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Une des premières BD que mon père m'a offerte, une dizaine d'années à peu près, c'était Vive les femmes de Reiser. Génial. Et je l'avais adoré. Je l'ai lu. Et je l'avais adoré, même si parce que ça parlait de français en fait. Il y avait ce truc, ça parlait de violence conjugale, ça parlait de sexe, mais ça parlait aussi de gens qui couchaient avec plein de gens, ça parlait et du coup j'avais l'impression que c'était une sorte d'entrée dans le monde des adultes. Mais sans mettre des mots, parce que en l'occurrence j'en ai jamais parlé avec mon père, il me l'a juste mis dans les mains et il m'a dit tiens c'est pour toi. À quel âge ? Une dizaine d'années, 10-11 ans. C'est marrant parce que le fait que tu me dises ça, en fait moi j'ai une sorte de honte à raconter que mes premières lectures sur le sujet c'était des Reiser, parce que pour moi à l'époque c'était sale, c'était dégradant. C'est très sale, les personnages sont sales. Les personnages sont très sales, les hommes sont des gros dégueulasses, les femmes me paraissaient comme dominées, soumises, dégradées. C'était vraiment très spécial. Et donc, j'ai gardé cette vision-là du sexe. Et donc, tu m'offres une autre vision de cette BD. Donc, voilà. Écoute, quand on me l'a offerte, je pense que c'était pour me montrer une sorte de vision un peu plus féministe, parce que c'était aussi très féminisme de cette vague-là en France. Donc, c'était pour montrer que les femmes avaient le droit de faire du sexe, sans me le dire. Tu sais quoi? Faudrait que je les relise. Mais presque. Peut-être que je changerai d'avis dessus. Parce que moi, j'en garde mes souvenirs d'enfance mi-fascinés,
m'y dégoûter, en fait. Ah, mais je pense qu'un enfant qui tombe là-dessus, comme globalement les enfants tombent parfois sur des choses dans la bibliothèque de leurs parents, c'est pas si grave en vrai, mais quand on tombe dessus et qu'on a le sentiment que c'est un peu caché, qu'on peut pas en parler, ça devient tout de suite beaucoup plus sale. Et ça peut être le cas de gens qui ont une BD de Manara qui traîne chez eux, et c'est souvent des bandes dessinées en réalité, ou parfois des scènes de sexe dans des bouquins qui traînent dans la bibliothèque de ta grand-mère, la bicyclette bleue, ce genre de choses, et on se dit « Ah, c'est pas pour moi ». C'est un truc qui met une distance. Donc, j'ai aucun mal à croire que quand on n'est pas prête et quand on sait pas sur quoi on va tomber, et surtout si c'est caché, c'est dans la bibliothèque des parents, il y a un sentiment d'interdit fort qui se construit. Donc voilà ce que j'avais en tête à l'adolescence. Ce qui fait donc pas du tout envie. Ce qui fait pas envie du tout. Moi, j'avais aucune connaissance autre sur le sujet. À 14 ans, je savais même pas ce que c'était qu'un film pornographique. Je pensais que les acteurs simulaient, en fait. Donc voilà, j'ai découvert vraiment plus tard ce que c'était. Et donc, entre les âges de 16 ans et 18 ans, je suis sortie avec ce garçon. Et on a fait... voilà, c'est... Vous avez commencé à expérimenter ensemble. Exactement. Et t'as pris du plaisir à l'époque ? Il me semble que oui, mais il y avait un côté un peu forcé aussi où j'étais pas trop prête, en fait. Donc il y a eu une sorte de pression pendant 2 ans, les 2 ans où on a été ensemble. Une pression qui était renforcée aussi par celle de ses potes qui commençaient à lui dire « Bon, bah ça y est pas, machin, bon, voilà ». Et c'est devenu une pression qui devenait de plus en plus insupportable à chaque fois qu'on se voyait. On a essayé quelquefois de tenter une pénétration et j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur que ça marchait pas en fait. C'était pas possible. Enfin voilà. Donc ça m'a un peu... Je me sentais pas normale, il sous-entendait que j'étais coincée. Enfin c'était pas une... J'en garde pas un super souvenir en fait. C'était une découverte, mais c'était pas une découverte teintée d'émerveillement, on va dire. Voilà. Et ta première fois pénétrative, elle arrive un tout petit peu plus tard, ouais, avec quelqu'un d'autre. J'avais 19 ans, avec une autre personne, qui me fascinait. Autant pendant 2 ans, avec mon ex, on n'y était pas parvenu, et là, en 3 semaines, c'était plié. Cette personne me plaisait beaucoup et m'attirait beaucoup. Je pense que c'était la différence. Il y avait du désir. Il y avait du désir. Et donc, on a eu, en tout cas, ce qui était pour moi une première fois. Je n'en ai pas de souvenir très clair. J'en ai pas un mauvais souvenir. J'en ai pas un souvenir émerveillé non plus, mais je pense que peu de gens en ont un souvenir émerveillé. Hein. En fait, ce qui primait, c'est que j'étais contente d'en être débarrassée parce que c'était un sujet qui me pourrissait la vie depuis des années, littéralement. Je me sentais anormale, je me sentais coincée, je me sentais... Bref. Alors que 19 ans, c'est pas si tard en réalité. Hein. Ah ouais? Bah non, c'est pas déconnant en fait. Par rapport aux statistiques françaises, c'est même plutôt dans la moyenne. Enfin, en tout cas, c'est non. Donc non, mais en fait, il y a une pression qui est telle dès l'âge de 15-16 ans qu'après, chaque année supplémentaire est vraiment un poids quoi sur les épaules. C'est ça. Ce garçon-là, il était au courant que c'était ta première fois? Ouais, je lui avais dit, il le savait. Cette première fois dont tu te souviens pas très bien, est-ce que tu as le sentiment quand même qu'il l'avait préparé? Il y a eu un contexte? Non, il n'y a pas vraiment eu de contexte. Ça s'est fait en fait assez naturellement. C'est-à-dire qu'on était ensemble depuis peut-être 2-3 semaines et à un moment, c'est pas terrible comme raison en fait. Je l'ai senti un peu s'éloigner et le même soir, on a eu l'occasion de le faire. Ça s'est fait assez naturellement et j'ai décidé de le faire en fait quand même. Il a pas été insensible, on va dire. C'était, ça s'est bien passé pour moi. Hein. C'était une première fois. Que j'ai voulu, qui s'est bien avec du désir, voilà. Avec du désir, ce qui joue beaucoup pour une première fois. Donc, déjà. Voilà. Donc la foi en elle-même, l'acte en lui-même, s'est bien passé. C'est après que ça s'est pas très bien passé parce que c'était pas une très bonne personne. Alors, eh bien oui, parce qu'après cette première fois, il a donc prétendu que la capote avait craqué, ce que tu m'as raconté. Ouais. Juste pour voir ma réaction. Alors en plus en général on réagit pas bien, surtout quand on sait pas. C'était ma première fois, j'étais terrifiée de tomber enceinte, mes règles étaient un petit peu en retard ce mois-ci justement. Et ouais, il m'a prétendu que la capote avait craqué et après il m'a dit que c'était faux. Voilà, monsieur aimait bien exercer son petit pouvoir. Grande classe. Voilà, on adore. Avec lui, même si vous avez une relation compliquée du fait de sa manipulation ou le fait que ce soit pas une très bonne personne, tu expérimentes des choses que tu n'as jamais fait encore? Non, pas grand-chose, non. On a eu des rapports sexuels quelques fois, mais franchement, y a pas eu grand-chose. Si, j'ai expérimenté avec lui quelque chose
pour lequel j'étais pas prête du tout, c'est-à-dire la fellation, parce qu'il m'a mis une grosse pression là-dessus. Et de même, il savait que pour moi c'était un vrai blocage et que je n'étais pas prête et que je ne voulais pas le faire en fait. Et il insistait. Et un jour je l'ai fait. Après il m'a dit « Ah non, mais moi je m'en foutais, en fait c'était juste pour voir si t'allais le faire. » Une personne formidable. Donc après je l'ai pas fait pendant des années. Il t'a complètement bloqué là-dessus. Ouais. Ah ouais, complètement. J'étais traumatisée. La relation se finit. Ouais, la relation c'est se lui finit. qui te quitte. Ouais, juste avant les examens, la grande classe jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au moins le mec est cohérent. Oui. J'espère pour lui qu'il a grandi. Voilà, je le salue. Mais du coup, à ce moment-là, comme t'as été éduquée d'une manière où tu remets pas forcément en question le comportement des autres personnes, tu te dis que c'est plutôt de toi dont vient le problème. Oui, en fait, quand j'ai grandi, j'ai eu des parents très stricts. Je n'ai jamais appris à remettre en question ce qu'ils me disaient. Je devais juste obéir quand ils me disaient de faire quelque chose. Donc, je n'avais pas le droit de répondre. J'avais à peine le droit de réfléchir, en fait. Je devais réfléchir à certaines choses, mais réfléchir pour répondre et pour me défendre, ça, c'était complètement interdit. Et on n'a jamais abordé les notions de consentement, si je voulais faire quelque chose, si je voulais pas faire quelque chose. Donc, le plus important, c'était d'être parfaite aux yeux de mes parents. Et j'y arrivais pas, en fait. J'y arrivais jamais. Et j'ai reproduit ça dans mes relations après. Je voulais être parfaite aux yeux de mes partenaires et j'y arrivais pas, surtout quand j'étais avec quelqu'un qui était pas forcément une bonne personne et qui me faisait des reproches ou qui était exigeante avec moi. Mais je pensais que le problème venait de moi et qu'en fait, à force de persistance et à force de tenir le coup, cette personne allait être fière de moi. C'est hyper malsain, mais c'est comme ça que j'avais été éduquée et c'est comme ça que je le voyais, en fait. Alors tu dis que c'est très malsain, ce qui est assez dur parce qu'en réalité, c'est vraiment juste les conséquences d'une éducation et d'années où en gros t'as pas eu le choix. Donc c'est malsain de base. C'est pas malsain comme toi tu as vécu et comment t'as essayé de le gérer. C'est ça qu'il faut entendre aussi, c'est que t'as fait ce que t'as pu et que malheureusement en plus tu as d'abord appris à la dure que c'était pas la bonne façon de voir les relations et que c'était pas équilibré. Ouais, et j'ai mis plusieurs années à m'en rendre compte aussi. Et plusieurs relations. C'est souvent le cas malheureusement. On va faire une petite pause et on va apprendre à mieux te connaître avec tes expériences sexuelles de manière un peu légère. On va faire le jeu à boire je n'ai jamais, sauf qu'on ne boit pas. Et qu'en l'occurrence, c'est un j'ai déjà. Je vais te dire des affirmations et tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose, si c'est des choses que tu as déjà faites, en bien ou en mal, ou que tu as envie de faire, ou pas du tout. Ça fait plein de possibles du coup. Très bien. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Non. Premièrement, je n'en ai pas eu l'occasion. Deuxièmement, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attirée. Disons que si un ou une partenaire me le demande, peut-être qu'un jour j'essaierai pour faire plaisir, et encore, j'en suis pas trop sûre. Donc, j'ai déjà été sodomisée. Oui. C'était une bonne expérience ou pas ? Ouais, ça va. En fait, la pratique en elle-même, c'est rien de fou. C'est un peu particulier, on va dire. Mais si c'est accompagné par la bonne stimulation, on va dire, ça peut changer d'une pénétration vaginale classique et ça peut être intéressant de temps en temps. Quand on est dans le mood, on va dire. Avec la bonne personne aussi. Avec la bonne personne, avec la bonne humeur. Vraiment quand on a envie. Il faut s'écouter, c'est important. Voilà. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Alors ça peut être une liste de courses, mais ça peut être des cours, ça peut être son emploi du temps, ça peut être plein de trucs. Mais est-ce que t'as déjà pensé à autre chose pendant le sexe ? Alors non, malheureusement, parce que quand le sexe est chiant, je ne pense qu'à ça. Je pense exactement au moment que je suis en train de vivre et c'est horrible. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Oui, c'est affreux. J'arrive pas à penser à autre chose. Faut que je m'entraîne en fait à penser à autre chose mais je ne pense qu'à ma gêne en fait. C'est pas possible. D'accord. T'essayes pas de te remettre dans le moment, c'est genre ça te bloque et ça t'enferme au contraire dans toi ? Non mais parfois c'est juste tellement nul, c'est pas possible de se remettre dans le moment. Pardon. Alors franchement, je suis pas choquée. Ça m'est déjà arrivé, je sais ce que c'est. Je t'avoue que moi aussi en fait, je pense que je suis pas très apte à penser à autre chose pendant le sexe, c'est-à-dire si c'est nul, juste peut-être j'aurais maintenant la maturité de dire on arrête. Ouais. Plutôt que d'essayer de penser à autre chose. Ouais. Mais c'était pas le cas avant, je tiens à le dire. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui. Quelqu'un que tu connaissais ou quelqu'un de connu ou quelqu'un de... Plutôt des gens que je connaissais. Ça dépendait des périodes de ma vie. C'est pas souvent, mais ça m'est arrivé. Ça peut être un crush, ça peut être un ex. Malheureusement, c'est mal, mais ça arrive.
Ils servent aussi à ça. Et oui, ils servent encore à quelque chose. Donc voilà, c'est rare, mais ça arrive. Je suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Ouais. Au cinéma, même au travail, ça m'est arrivé. Bon, c'est pas tous les jours, hein, mais ça m'est arrivé parfois. J'ai pas d'autres idées. C'est des bonnes expériences? C'est des moments parce que t'en avais envie et que... Ouais, c'est parce que... je sais pas, oui, j'en avais envie sur le moment, et puis c'est un genre de pulsion sur le coup. Puis ça occupe, et puis ça détend. Ça enlève le stress. Exactement. Les gens qui se masturbent au travail, c'est pour enlever le stress. Parfois, c'est avant une grande réunion ou pendant une période un peu fatigante. Voilà. Tu serais étonnée du nombre de gens qui se masturbent au travail. Si mes collègues me reconnaissent pas. Pardon. On sait pas quel travail c'est. Ça peut être il y a 10 ans, on sait pas. On va reprendre le fil de ta vie. Et on va parler de ce qui s'est passé après cette première relation avec cette première fois, pas ta première relation de toute ta vie, qui s'arrête de manière extrêmement violente, avant des examens donc. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu te dis, je vais me remettre dans une relation? Est-ce que tu décides d'aller expérimenter un peu le terrain? C'est pas l'envie qui manquait de me remettre dans une relation, mais juste l'occasion ne s'est pas présentée de manière mutuelle, d'une envie mutuelle de se mettre... ensemble avec quelqu'un. En revanche, j'ai beaucoup expérimenté. C'est-à-dire que j'avais eu une adolescence plutôt ingrate, c'est-à-dire que je n'avais quasiment pas de succès. Et donc, j'ai été un peu frustrée par ça, de pas avoir les beaux gosses du lycée, etc. Je suis sortie avec personne pendant toute ma scolarité, personne de mon lycée, de mon collège, etc. Et donc, à l'âge de 20 ans, je suis partie à Londres pendant 3 ans. Et là, j'ai eu du succès. J'avais changé déjà. J'avais plus d'assurance en moi et... T'étais la Frenchie. Et j'étais la French girl. Et franchement, il n'y a pas que les British, mais toutes les nationalités adorent l'accent français. Et donc, j'avais beaucoup trop de succès. Ce qui est une super bonne chose. T'as reconstruit ta confiance en toi, j'imagine, à ce moment-là. Oui. J'avais beaucoup de succès et j'en ai profité. Donc, je suis sortie avec plein de gens. Enfin, avec plein de garçons à l'époque. J'ai couché avec plein de garçons. Des gens que tu rencontrais en soirée ou des gens de ta fac? Non, en fait, j'étais en résidence universitaire. Et donc, il y avait plein de groupes de potes, etc. Et donc, on se croisait tous, on se rencontrait tous. Il y avait plein d'occasions à ce moment-là. Donc, comment dire, tout le monde couchait avec tout le monde. C'est aussi pour ça l'université. En faisant attention, évidemment, et en mettant des capotes. Pour ma part, je faisais toujours très attention. Et ça m'a aussi redonné une part de confiance en moi après mes premières expériences qui étaient bof. Est-ce que à cette période-là, t'as pris plus de plaisir? Est-ce que t'as essayé plus de choses, mais du coup, avec l'envie d'essayer des choses? Ouais. Oui, j'ai essayé plus de choses, et oui, j'ai découvert vraiment mon désir. C'est-à-dire la notion de désir très fort pour quelqu'un, la notion de plaisir et de vraiment faire les choses parce que j'en ai envie, d'être aussi dans une forme de légèreté. À ton retour de Londres, t'as une relation longue de 3 ans. À cet âge-là, c'est quand même une relation longue, avec quelqu'un avec qui ça se passe super bien, beaucoup d'amour, puis ça s'arrête. Ouais. C'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire, qui m'a fait beaucoup de bien. Après cette période un peu tumultueuse à Londres... Tu te poses. Voilà, ça faisait du bien, un peu de stabilité, et dans une relation saine, en fait. Et ça s'arrête parce que on avait une différence d'âge assez marquée et qu'on n'était pas au même moment de notre vie, en fait. Et après cette histoire qui se passe très bien et qui se finit sur un constat serein, en fait, de on n'est pas au même moment de nos vies, tu rencontres Baptiste. Ouais. Alors Baptiste, c'est un garçon qui est charmant, qui a beaucoup de charisme et qui sait l'utiliser en société, en tout cas. Et j'aimais beaucoup son côté... il se dévalorisait un petit peu, il se donnait un côté un peu pas trop sûr de lui par rapport à moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être magnifique dans ses yeux, etc. Et que lui, il était pas trop sûr de lui, qui tâtonnait, etc. Et je trouvais ça charmant. Et d'un autre côté, il était drôle, il faisait des blagues pourries, et moi j'adore ça. Et surtout, il était très beau aussi.
Donc, en 2 dates, en gros, il y a eu un coup de foudre. Le sexe est incroyable, c'était hyper passionnel, il y avait une sorte de fusion des corps, des esprits, etc. Notre première fois, j'ai pleuré, vraiment d'émotion, en fait. Donc, tout était tellement parfait, en fait. C'était vraiment un homme parfait. Pendant 1 mois, ça s'est super bien passé. Il m'a dit « je t'aime » très très vite. Voilà. C'était exceptionnel. Et en réalité, il y a une phase sombre à cette histoire qui dure 4 ans quand même. Ouais, des montagnes russes de 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? En fait, c'est une personne qui était très instable et je l'ai découvert au fur et à mesure. Et je l'ai découvert à la dure. C'est-à-dire que dès le 1er mois, en fait, au bout d'1 mois, il a commencé à être instable. Donc ça pouvait passer par plein de choses. Ça pouvait passer par j'irais bien faire mes études ailleurs, à l'étranger. Ça passait par il rentrait chez lui dans sa ville natale pendant 1 semaine et puis il me donnait aucune nouvelle pendant 1 semaine. Donc j'étais sur le carreau. Puis après il revenait avec des fleurs et il se faisait pardonner, etc. Et de plus en plus, j'entendais, je voyais des noms de filles et à chaque fois il avait une bonne excuse, à chaque fois il m'embobinait, puis moi j'étais folle amoureuse donc je voulais pas le savoir. Il te trompait ? Et j'ai découvert bien des années plus tard, c'est-à-dire 1 an après qu'on ait rompu, qu'en fait il m'avait trompée pendant toute notre relation, très probablement. Et donc j'ai raccroché les wagons, etc. Parce qu'une de ses ex est venue me parler et en fait on a comparé nos expériences. On a fait oh mon Dieu. Déjà il y avait une période qui se chevauchait entre le début de son histoire et la fin de la mienne. Enfin des choses comme ça. Donc dès le début de notre relation, il y avait des périodes d'absence, des périodes de rupture, c'est-à-dire qu'il rompait, il revenait, il rompait, il revenait, et ça durait 1 mois, 2 mois. Et à chaque fois, moi, je revenais parce que j'étais folle amoureuse de lui. Mais à chaque fois, ça me faisait un mal fou, en fait. Donc il y avait cette instabilité en lui. Et vos relations sexuelles se dégradent fatalement ? Oui, parce que au bout de 2 ans, j'ai découvert qu'il m'avait quitté quelques mois pour une fille, et il me l'avait caché, en fait. Jamais il me disait c'était pour quelqu'un d'autre. À chaque fois, il me disait non, t'es la seule. Et j'attendais qu'on se remette ensemble parce que j'étais la seule. Il me portait au nu, etc. Et j'ai découvert qu'il me mentait, en fait, sur plein de choses. Et comme j'étais folle amoureuse, j'ai quand même décidé de rester avec lui. Par la même occasion, il m'a éloignée de certains de mes amis qui ne l'aimaient pas. Donc il a commencé à me mettre de côté, me mettre à l'écart. Et je voulais retrouver ce début de relation vraiment passionnel et idéal, vraiment que je n'arrivais jamais à atteindre de nouveau. Et nos relations sexuelles se sont dégradées parce que j'avais de moins en moins de désir. J'étais bouffée par ma colère, par le ressentiment qui s'accumulait de mois en mois, d'année en année, et j'arrivais pas à le pardonner. Et au lieu de faire la chose saine, de lui dire tout ce qui allait pas et de rompre, ça aurait été ça, la bonne chose à faire. Et je suis restée avec lui en espérant avoir cet idéal de relation et en fait ça allait pas du tout. J'ai été super en colère, donc j'ai commencé à avoir moins de désir et aussi à avoir des douleurs quand on avait des rapports sexuels. Et c'était de plus en plus dur. Mais tu t'es forcée. Je me suis forcée parce que je voulais pas le perdre. Et au début, c'était moi qui me forçais parce que je voulais pas le perdre. Et au fur et à mesure, les mois passant, les années passant, il m'a fait comprendre que j'étais pas normale, que c'était pas assez souvent, que c'était pas assez créatif, que c'était pas assez bien. Et il y a eu un chantage, tout d'abord sous-entendu et ensuite presque exprimé, un chantage à la rupture. Du genre, si on le fait pas souvent, moi, je vais craquer, je vais pas y arriver, on va pas pouvoir continuer, etc. Et donc, je me suis forcée, même si j'avais mal, même si ça allait pas, etc. Et parfois, je m'endormais en pleurs parce que ça allait pas du tout, etc. Et lui, je sais pas s'il voyait pas, ou s'il faisait semblant de rien voir, ou autre. Ou c'était juste un mec manipulateur et que il en avait tout à fait confiance. Écoute, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai mis des années à poser des mots sur cette période-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour moi, c'était normal, mais c'était pas grave, en fait. Et ça se finit comment ? Très mal, comme tout le reste. Je passe les détails, mais ça s'est fini de manière très sale. C'est lui qui m'a quittée.
pour une autre qu'il voyait depuis déjà 6 mois, mais ça je le savais pas, je l'ai appris plus tard. Et il a essayé de revenir 1 mois plus tard. Et cette fois-ci, je lui ai dit non. Parce que c'était la fois de trop. La manière dont il m'avait quittée était trop humiliante et m'avait fait beaucoup trop de mal. Et pour ma propre fierté, c'était impossible de revenir avec lui. C'était presque une question de fierté. Je me disais, mais non, je peux pas me regarder dans le miroir. Je peux pas regarder mes amis dans les yeux qui me supportent depuis 4 ans avec cette histoire en disant, oh oui, je suis revenue avec Baptiste, au fait. Non, c'était pas possible. Donc j'ai dit non, et ça a été vraiment un tournant, je pense, dans ma vie, ce non. T'as commencé à avoir une psy? Une psy? Ouais, donc ça, je l'avais déjà fait depuis des années, j'avais déjà vu des psys, etc. Mais en fait, j'avais vu une psy à la fin de notre relation pour essayer de la sauver, parce que je pensais que c'était de notre faute. Et elle a été très compréhensive, c'était une psy sexologue un peu. Et elle m'a fait réfléchir sur la notion de consentement aussi. Et la réappropriation de mon corps pour moi, sans penser à lui en fait. Et c'était tout nouveau pour moi. Et donc, je lui ai dit non quand il a tenté de revenir. Et c'était un non aussi pour prendre soin de moi. Et ça a été le début de beaucoup de non par la suite. C'est-à-dire que j'ai plus jamais, après cette période, fait quelque chose que j'avais pas envie de faire avec quelqu'un. À un niveau intime, ou même quoi que ce soit d'autre, me semble-t-il. Mais surtout à un niveau intime sexuel, j'ai plus jamais accepté de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que cet apprentissage du non, t'en as parlé avec tes parents? Après coup? Ouais. Non, pas du tout. En fait, pour parler ici, j'ai fait la démarche d'écrire tout ça et de recenser l'intégralité de mon parcours là-dessus. Et j'ai réalisé des choses en écrivant. Ça a été très cathartique d'écrire ce compte-rendu et ça l'est toujours de venir ici en parler. Mais c'est vrai que j'ai même pas pensé, j'ai pas eu le temps encore d'aller en parler à mes parents. J'ai parlé de plein de choses à mes parents depuis. On a beaucoup dialogué. C'est aussi une des choses que j'ai apprises à faire. Exprimer ma colère sur certaines choses, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet difficile et très intime et je me vois mal dire à mes parents, vous savez, vous m'avez pas appris le consentement et à cause de ça, j'ai subi des viols conjugaux de mon partenaire pendant plusieurs années. C'est un peu violent comme ça. Je te cache pas que c'est peut-être pas la bonne approche. Je me vois pas dire ça à mes parents. Non, mais par contre, vous avez débloqué un dialogue, t'as débloqué un dialogue avec tes parents sur ce que tu es, sur ton identité propre. Ouais. T'as cassé un peu ce schéma de la petite fille qui écoute ses parents. Oui. Ces dernières années, peu à peu, et ça a été grâce à plusieurs choses, donc un cheminement personnel, grâce aussi à des thérapies au fur et à mesure des années, etc. Donc les deux ensemble m'ont permis de peu à peu dialoguer avec mes parents et surtout, il y a 1 an à peu près, on a eu un très gros dialogue avec mes parents où je me suis dit, bon, je veux vraiment aller mieux, allez, zou, je pose tout sur la table. Et ça nous a fait énormément de bien sur plein de choses. On va faire une deuxième petite pause. On va continuer notre jeu Je n'ai jamais avec des affirmations sexuelles. Tu vas encore une fois me commenter selon ton expérience ou pas, tes désirs ou pas. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Non, je pense pas. Mais tu réfléchis beaucoup. Ouais, j'ai réfléchi. Oui, j'ai réfléchi. Non, je crois pas. C'est une envie ou c'est une possibilité? Non, je crois pas. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un, alors entre parenthèses, avec son consentement, évidemment. C'est assez récent, mais oui, j'ai déjà fait des nudes. Et reçu. Est-ce qu'on t'a répondu? Est-ce que t'en as reçu en retour? J'en ai reçu en retour. C'était fort agréable. Bonne expérience. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour... Alors, je précise ma question. Ça peut être pas au domicile, donc n'importe où à l'extérieur, ou au domicile, mais dans des endroits chelous, genre dans la salle de bain dans un coin, dans la cuisine là où c'est tout petit, voilà. Ou sous un meuble. Je laisse ouverte cette question aux gens. Alors oui et oui. Au domicile, oui, un peu partout, j'imagine. Bref. Et ailleurs aussi. Il y a eu dans un cinéma quasi désert, me semble-t-il. Je l'espère, en tout cas. Alors, moi, j'ai déjà été cette personne qui est dans le cinéma avec le couple. Dans le cinéma, qui croit que le cinéma est désert, mais en fait, non.
Et c'est pas grave, c'était pas traumatique, mais des fois, c'est devant des films, tu te dis, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ou alors, ils trouvent le film chiant, je sais. Oui, le film est chiant. Je me souviens plus du film, mais c'était un film chiant, genre un film d'action nul, tu sais. Dans ce cas-là, ça va. Il n'y a pas de problème de respect envers le cinéma. Si le film est vraiment nul, je respecte. Donc vraiment, je m'excuse au nom de ces personnes. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Non, pas que je sache. Alors, si ça t'était déjà arrivé, tu t'en souviendrais. Souvent, oui, les gens qui ont des problèmes de matériel, ça les a un peu traumatisés. J'ai juste un mec qui voulait pas me mettre de capote, en fait, et ça m'a saoulée. La première fois, il était « Ah, gna gna, j'ai pas envie, machin ». Je dis « Bah si, tu mets quand même ». Donc on a fait avec, puis il râlait. Et la deuxième fois, il a re-râlé, en fait, et ça m'a saoulée. Je l'ai pas revu. J'étais non. Tu m'as gavé, là. C'était une bonne façon de répondre. Plus jamais. C'est ça. Écoute, déjà entendu chouiner la première fois, il n'y a pas de raison d'en faire une deuxième comme ça, quoi. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Oui. Est-ce que tu l'as appris après? Ouais. Longtemps après? Non. Ou tu lui as demandé après le sexe? Ouais, je lui ai demandé après, ouais. Mais oui, carrément. En boîte de nuit. On s'entend pas en boîte de nuit. Alors après, je pense qu'on se présente peu en boîte de nuit, c'est pas grave. C'est les corps qui se présentent, c'est bien aussi. On va reprendre le fil de ta vie, et après ta relation traumatique avec Baptiste, t'as une autre relation longue avec un homme qui se passe cette fois-ci très bien. Oui. Quand cette relation se finit, parce qu'elle se finit, c'est la vie. Plusieurs choses se débloquent chez toi, que tu t'autorises à désirer, dont les femmes. Ouais. Alors, on n'en a pas encore parlé dans cette émission, mais bien avant tout ça, bien avant le moment où on est, après Baptiste, t'as déjà embrassé des femmes, en fait, dans ton histoire. Ouais, quand je suis partie à Londres, en fait, c'était mes premiers baisers avec des femmes. Avant ça, j'y avais jamais réfléchi. J'ai grandi dans une société vraiment 100% centrée hétéro, donc une école catho privée, 100% hétéronormativité, voilà. Et à Londres, donc j'ai commencé à embrasser des femmes. Et en fait, ça a planté une graine dans mon esprit, façon Inception. Parce qu'au départ, tu les embrasses parce que c'est la fête, parce que les gens font ça, parce que les filles s'embrassent entre elles en soirée. Ouais. Donc ça n'est pas lié forcément à une envie sexuelle de ta part. Pas forcément. Plus un truc un peu interdit que j'avais envie de faire, en fait. Et j'ai découvert que j'adorais ça, en fait. Et j'avais envie de continuer. Et j'avais envie d'aller plus loin, mais j'osais pas. J'ai pas eu trop d'occasions, mais je les ai pas créées non plus. Et surtout, je me disais pas que c'était pour moi. En fait, par défaut, j'étais hétéro. Et j'ai cru que j'étais hétéro jusqu'à genre l'année dernière, quoi. Donc voilà. Et peu à peu, j'ai exploré ça. Je regardais, même quand je regardais des vidéos pornographiques, je regardais des femmes ensemble, etc. Et je me disais, bah non, c'est normal, enfin on peut être hétéro et regarder des femmes ensemble, regarder les hommes. Non, je suis complètement hétéro. Même quand j'avais un crush sur une collègue ou autre, en fait, je me sentais pas légitime. C'est passé de j'y pense pas trop à ça me travaille, mais bon, c'est pas trop pour moi, à je suis pas légitime à me dire bisexuelle, en fait, ou même pansexuelle. En fait, la réflexion s'est beaucoup approfondie ces 2 dernières années. Et il y avait toujours cette histoire de légitimité où je me disais, non, en fait, j'avais peur de, si je couchais avec une femme, par exemple, que ça me plaise pas. Et donc je me disais, bah non, du coup, je serais pas bi et tout. On va pas essayer, on va pas prendre le risque. J'ai trop peur, j'ai pas trop peur. Voilà. Bah ça me permet d'enchaîner avec, c'était quand ta dernière fois? Ma dernière fois, c'était il y a 2 jours. Et c'était avec qui ta dernière fois? Et c'était avec une femme. Et c'était vachement bien. Donc, disons que l'envie et le désir d'aller plus loin et d'explorer cette partie-là de moi et de l'accepter, ça a vraiment été une déconstruction au fur et à mesure des années. J'ai beaucoup appris des militantes sur Twitter notamment, mais pas seulement. J'ai lu beaucoup de choses féministes. J'ai eu de plus en plus d'amis queer aussi. Et je suis allée à la Pride l'année dernière en tant que alliée. Peut-être la prochaine un peu plus du coup. Voilà, et puis step by step. Voilà, et puis un soir j'ai embrassé une fille en soirée et pour la première fois, j'avais vraiment envie d'aller plus loin avec elle. Le hasard a fait que ça s'est pas fait.
Mais il y a eu un point tournant dans ma réflexion. Et je me suis dit, mais meuf, mais t'es bi, en fait. Mais oui. Et donc, je l'ai dit à mes amis, qui étaient pas surpris du tout. Et ensuite, je l'ai dit à d'autres gens, genre, sur mes profils sociaux, etc. Et personne n'était surpris. Je l'ai dit à mes parents, j'ai fait mon coming out presque tout de suite à mes parents. Ils étaient même pas surpris, quoi. Donc, en fait, tout le monde était au courant sauf moi, visiblement. Et ça a été vraiment une libération, en fait. Je me suis libérée d'un carcan en faisant ça. C'est comme si il y avait plein de choses, en fait, que j'osais pas faire, dont explorer cette bisexualité, ou pansexualité par la suite, que j'ai compris très vite. Et il y a quelque chose qui s'est débloqué l'an dernier, où je me suis dit, mais allez, go. Enfin, c'était un peu le cliché de la vie est trop courte, alors allons-y, quoi. Enfin, d'où je m'empêche de vivre mes désirs qui sont en fait pas déviants, qui sont pas des perversions, mais qui sont normaux. Enfin, tout le monde a des désirs et des fantasmes différents. Donc voilà. On va revenir un peu plus sur cette dernière fois. C'est pas quelqu'un avec qui t'es en relation? Non, c'est une demoiselle que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai des liens d'amitié aussi. Et on se voit de temps en temps. On va dire c'est une friendship with benefits. On se voit de temps en temps. Voilà, sex friends. On était trop heureuses de se revoir. C'était tout doux. Il y a une sorte d'amitié, mais il y avait aussi un genre de découverte émerveillée du corps de l'autre à chaque fois qu'on se voit. On se fait plein de compliments. Oh là là, t'es trop belle. C'est trop doux, c'est trop bien. Est-ce que t'as pris du plaisir? Bah oui. Et maintenant, de toute manière, dans toutes mes relations sexuelles, ou même si j'ai vraiment pas de bol et que c'est un plan cul qui se passe mal, tu vois, et que le plaisir est bof, mais généralement, ça se passe super bien parce que c'est 100% consenti, c'est 100% dans le désir. Donc oui. Donc oui, j'ai eu du plaisir, oui, et j'en ai donné. Ce qui est très chouette aussi. Ouais, c'est très chouette. Dans cette idée de se libérer d'un carcan, t'as commencé aussi à expérimenter plein d'autres choses. Donc tu parlais de perversion qui n'en était en fait pas. Mais c'est vrai, t'as commencé à écouter tes désirs et donc à faire des photos de toi nu, ce que tu te permettais pas avant. Et puis aussi à expérimenter un peu des choses alternatives comme les relations de domination-soumission. Ouais, c'est quelque chose que j'ai effleuré et on va dire que j'ai mis un pied dedans parce que depuis quelque temps, j'ai un genre de soif de découverte, une curiosité. Et j'ai envie vraiment de tout découvrir à partir du moment où c'est des choses qui me font envie. Ce type d'expérience, ça avait toujours été un fantasme en fait, mais pour moi c'était quelque chose de sombre et de très très honteux, genre les vidéos les plus honteuses de l'internet, etc. Et c'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais raconté à qui que ce soit, même à mes meilleurs amis. C'était vraiment le secret vraiment sombre que je gardais. Et il y a quelques mois, j'ai pu parler de ça avec une personne que j'ai fréquentée très brièvement, mais qui m'a fait énormément de bien dans ce processus d'acceptation. C'est-à-dire qu'on a eu une relation qui a été essentiellement épistolaire, donc on s'est envoyé beaucoup de messages, et on s'est vu quelques fois aussi, hein. Et en fait, il m'encourageait à partager ses fantasmes, et je sais plus comment c'est venu, mais on a découvert que tous les deux, on avait des penchants pour ces relations de domination-soumission, donc qui étaient complémentaires. Et pourtant, on se connaissait depuis un petit moment. Et c'est lui qui m'a encouragée à parler. Et moi, parler de sexe, ça a toujours été tabou pour moi. Et jusqu'à très peu de temps, notamment à cause de mon enfance. Et là, c'était vraiment une révolution. C'est-à-dire que c'était vraiment du sexting comme j'en avais jamais fait, en fait. Vraiment sale, mais dans le bon sens du terme, tu vois. En sachant que tu serais pas jugée, en sachant que la réponse serait positive devant et tout. Mais oui, c'est-à-dire que plus j'allais loin dans mes fantasmes, on s'envoyait des gifs, en fait. On avait ce petit jeu où on s'envoyait des gifs pour exciter l'autre ou pour donner un fantasme à soi. Et plus j'allais loin et plus sa réponse était positive. C'est-à-dire c'était des choses qui, moi, me paraissaient honteuses. Et lui, il trouvait ça trop beau. Il trouvait ça magnifique et génial. Et ses réactions étaient très, très douces, en fait, parce que il mettait des cœurs et des cœurs dans les yeux et des choses comme ça. Et je me disais, waouh, c'est pas déviant, c'est pas sale, c'est pas sombre. C'est quelque chose qui fait plaisir à quelqu'un et qui me fait plaisir à moi. Donc, ça a vraiment dédramatisé et normalisé plein d'aspects de ma sexualité que je n'osais explorer, en fait. Et cette personne ne sait pas à quel point elle m'a fait du bien avec ça.
Elle va écouter ça, donc maintenant, elle le sait, mais... On lui fait une dédicace. Voilà. Mais ça m'a fait énormément de bien et ça a vraiment débloqué, ça a contribué à débloquer quelque chose. Et maintenant, je suis vraiment en exploration de plein de choses, pas forcément dans la surenchère, mais vraiment au fil de mes envies. C'est un peu un genre de sérendipité sexuelle, voilà. Aussi, la notion de non-exclusivité, parce que j'avais toujours été dans des relations monogames avec des hommes, et ça m'a pas forcément toujours apporté du bien. Il y a eu des tromperies, etc. Et je me dis que autant pour me protéger un petit peu psychiquement, et aussi pour me faire plaisir, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans une relation avec quelqu'un, même si j'aime cette personne. Je me dis que c'est possible d'explorer ses désirs à côté, et généralement je rencontre des gens qui sont vachement ouverts à cette idée-là. Beaucoup plus de gens qu'on ne le croit en fait. Voilà. C'est très cool. T'as l'air d'être sur le bord d'un terrain de jeu immense qui s'ouvre à toi et qui vraiment, enfin, un champ de possibles, pour le coup, quasiment illimité, parce que là, il y a beaucoup de fun devant toi qui arrivent, des choses que auxquelles t'as jamais pensé, que tu as pensé dans quelques années, des choses auxquelles t'as pensé il y a quelques années, mais qui reviennent aujourd'hui. Et à chaque fois, retrouver d'autres personnes pour y répondre, c'est quand même extrêmement agréable et chouette. Et je pense que c'est tout ce qu'on pouvait te souhaiter de bien après cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est pas des gens qui vont forcément rester, tu sais où trouver des personnes pour te répondre positivement, et tu t'es trouvé finalement. Ouais, je me suis trouvée, j'ai trouvé mon identité, je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même, avec mon orientation sexuelle, mais aussi mon identité profonde, avec mes désirs, avec mes fantasmes, et surtout j'ai repris la main sur mon consentement aussi. Et donc toutes ces choses-là, il m'a fallu presque 20 ans pour y arriver. Et exactement comme tu viens de le dire, j'ai l'impression d'entamer une nouvelle phase de ma vie où effectivement tout est possible. C'est-à-dire que tout ce que je me suis interdit avant, selon mes envies, je peux l'explorer. Et c'est trop bien. Je n'ai que de l'optimisme pour la suite. Et j'ai hâte. Voilà. Tu as des belles années devant toi, Iris. Merci beaucoup, Iris, d'être venue témoigner aujourd'hui. Merci à toi. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.